Tu peux comparer le fait d'être ici, enfermé, avec quelque chose, ça serait quoi? Avec quelque chose comme quoi? Je sais pas, la fin de la vie, l'amour, quelque chose d'autre. Le désespoir, l'espoir. Le désespoir. L'enfer. 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 D'accord. Et pour toi? Moi? Un cimetière de vivants. Du vivant? Ouais. Ça c'est vrai. Est-ce que vous connaissez l'association La Cimade? Du tout. Du tout? L'association La Cimade. Ah non, pas du tout. Oui, je connais la CIMAD. Et qu'est-ce qu'elle fait cette association? Elle aide les personnes, notamment étrangères, en situation irrégulière, les réfugiés politiques et tout ça. CIMAD da erakunde bat, kanpo herrietaik heldu diren pertsona batzun babesteko laguntzeko eta beren desmartxa administratiboak. Donc vous savez ce qu'est un centre de rétention? Oui. Un centre de rétention. Non, c'est pas la rétention d'eau, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Non. Des centres de rétention, oui, pour les étrangers en situation irrégulière, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est en 2 mots? En 2 mots, c'est là où on stocke des gens avant de les mettre dehors du territoire national. Et est-ce que vous saviez qu'à Hendaye, il y avait un centre de rétention? Non, pas du tout. Non, voilà. On rejoint plutôt ça vers Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais, voilà. Alors, le centre de rétention. Fin juin, il y a eu une super décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur les contrôles qui étaient effectués donc, aux frontières. Et donc, elle a jugé contraire au traité européen. Je suis accompagnatrice juridique pour la CIMAD au centre de rétention d'Hendaye. Ma mission, c'est en fait d'essayer de monter les dossiers sur la situation administrative des personnes en situation irrégulière pour essayer de préparer leur défense au mieux et de faire valoir leurs droits avant une éventuelle mise à exécution de la mesure d'éloignement. Donc du coup, tous les contrôles qui étaient effectués à Hendaye complètement aléatoires et sans garantie, voilà. Donc maintenant, bon, ont dû être stoppés. En fait, ça c'est l'intérieur de l'enceinte du commissariat. Donc ça c'est le grand bâtiment gris, c'est en fait le centre de coopération franco-espagnol. Il y a des 2 côtés de la frontière en fait les services donc côté français, il y a la gendarmerie, police nationale, les douanes, les impôts indirects. Et juste derrière, juste à côté, là, le petit bâtiment blanc, c'est le centre de rétention. Donc bien caché, derrière des murs, des barbelés et d'autres bâtiments du coup. D'accord, le petit là qu'on voit blanc. Là. Oui, voilà, avec les carreaux bleus et gris. Je partais de Paris vers Orense, en Galice, en Espagne, pour voir ma copine et puis passer la fin de l'année avec elle. Mon titre de séjour a été à expirer, mais j'ai quand même couru le risque comme quoi, comme on dit, le cœur a sa raison, que la raison ignore.
J'ai pas suivi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu ce qui s'est passé en fait. Ah, rien, un contrôle de police. Mais ils n'ont pas dû vous réveiller. Non, mais j'étais là-bas, c'est pour ça que j'ai pas vu. Voilà, ils ont choisi déjà. Et puis, Ouais. le papier. Mesdames et messieurs, notre lumière arrive en gare d'Andaille. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à bord. Nous espérons que vous ayez passé un agréable voyage en notre compagnie. Et l'équipe lumière nous souhaite une bonne journée. Ce train continue sur les routes sont terminées. Andaille, prochaine arrêt. À 2h du matin, j'ai été arrêté à la gare d'Andaille et puis amené au commissariat, mis en garde à vue. Le lendemain à 4h, j'ai été transféré au centre de rétention administrative de Andaille toujours. Oui, j'étais conscient des risques, tout à fait. C'est à cause de la morge que je suis retrouvé au centre de rétention. Et je ne suis pas le seul. Je suis dans ma cellule. On l'appelle aussi une chambre. Mais je préfère le mot cellule. Donc, il contient un lit avec des draps, la couverture, 2 commodes, des graffitis sur les murs. La télé est toujours allumée jusqu'à 23h. T'as de la famille en France? Personne pour te rendre visite? T'as de la famille en Espagne? Et la radio. C'est pas n'importe quelle radio, c'est énergie. La moitié de la journée que de la publicité, la moitié que les derniers tubes, les dernières chansons. Are you okay? De temps en temps, il y a des ponctuations de l'haut-parleur de la tour de Babel, le Big Brother, comme il dit George Orwell, le grand frère. The Big Brother is watching you. Asile finish. And after? Daftar. No deal. Je n'avais pas de quoi mesurer le temps. Pakistan family, it's okay? Okay. Il y avait toute une confusion entre la nuit, le jour, l'après-midi, le matin. M'acclimater dans le centre de rétention, c'était très dur. J'ai trouvé refuge dans la lecture et l'écriture. Et j'ai écrit un peu ce qui me passait à la tête, à quoi je pensais. J'ai un tas de terminologie, enfin une terminologie un peu qui relève de désespoir. Le crasse est crade, mais il y a de la chaleur humaine à l'intérieur. Surtout au premier étage, là où il y a le juriste de la CEVAD, 2 infirmières et une personne de bureau de l'Office français d'immigration et d'intégration. En Guinée, il y a Garanguet, ouais. Il y a Soussou, il y a Peul. Peul? Oui. Avec Forestier. Ça, c'est des langues qu'on parle en Guinée, oui. Quand je suis arrivé au centre, il n'y avait que Georges, donc ça aurait été en vacances. Georges, je l'ai trouvé, je l'ai surnommé l'ange à la barbe blanche, aux cheveux blancs.
Depuis quand je m'occupe du droit des sans-papiers, c'est depuis que je suis rentré à la CIMAD, au moment où j'ai pris ma retraite. Poussé par mes enfants qui étaient agacés parce que je m'indignais devant la télévision sur le sort qui était fait à l'heure actuelle sur les étrangers, et je me suis engagé à la CIMAD. Le but du jeu, en quelque sorte, c'est d'essayer de repérer des vices de procédure. Bien souvent, les vices de procédure sont le seul moyen que nous avons de faire libérer les personnes par le juge des libertés de la détention. Si nous n'y arrivons pas, eh bien, la procédure fait qu'ils vont rester 45 jours en rétention pour que la préfecture essaye de les renvoyer chez eux. Nous posons des questions sur le temps que la police a mis à appeler un interprète, sur le fait d'avoir ou non eu une réponse positive à leur demande d'avocat ou à leur demande d'un médecin. L'endroit où ils ont été interpellés, pour voir si c'est conforme avec la réglementation actuelle sur les contrôles. Je suis arrivé un matin et on m'a dit qu'il y avait une Sénégalaise qui était rentrée la veille. Elle est rentrée dans mon bureau. J'ai vu une gamine. Alors que je vous vois tout le monde, je l'ai spontanément tutoyée. Je lui ai dit, mais quel âge as-tu, toi? Elle a eu un moment de silence et elle a éclaté en sanglots. En fait, j'étais partie à Paris pour les vacances pour voir ma tante. Je devais retourner chez moi en Espagne, sur la frontière de Ganday. La police m'a arrêtée pour me demander des papiers et tout ça, et je lui ai dit que j'avais pas mes papiers avec moi. J'avais tellement peur que j'ai dit à la police que j'avais plus de 17 ans pour qu'ils me fassent rien, quoi. Et après, ils m'ont demandé de monter sur la voiture et tout ça, et ben, je me suis montée, et après on est allé jusqu'à la commissaire. Donc je lui ai calmé le jeu immédiatement. Je lui ai dit ah, t'en fais pas, il n'y a pas de problème. Ouais, tu sais, moi je connais bien le Sénégal. J'ai une chienne toute blanche qui s'appelle Bakel. Tu connais Bakel? Tu as entendu parler de Bakel? Bakel, c'est une ville au Sénégal, sur le fleuve Sénégal. Et il a eu un petit sourire. Je l'ai mis en confiance et pendant longtemps, on a parlé du Sénégal. C'était vers 9h du matin jusqu'à 6h le soir, ils m'ont fermé. Puis après, ils m'ont envoyé dans le centre. C'est comme si tu étais enfermé dans une prison, et c'est pareil. Et là, j'ai raconté à Georges. Je lui ai dit, mais tu es sûr que tu as 23 ans? Tu sais, ici, on n'a pas le droit de garder les mineurs. Et si tu es mineur, il faut le dire. Pourquoi je vais confier à lui s'il travaille ici avec la police? Est-ce que je ne comprends pas, même s'il m'a dit que je travaille dans une association et tout ça. Et finalement, elle m'a avoué qu'elle avait 17 ans. Et elle a parlé avec la sœur qui s'occupait d'elle. Et parce qu'elle m'a dit qu'elle avait dans la chambre un certificat de naissance. Un vrai certificat de naissance. Je n'étais pas venue en France pour rester. Je ne ressemblais pas à un délinquant ou quelque chose comme ça. Le fait que les gens qui sont là-bas, ils n'ont pas de papier. Ce n'est pas des gens, des délinquants, ni des bandits, ni rien. C'est juste des gens qui veulent chercher une vie meilleure. Évidemment, ils ne l'ont pas cru sur parole. Elle a été convoquée pour une analyse des phalanges, des mains et des hanches. C'est la procédure habituelle pour déterminer l'âge osseux des enfants, des mineurs. Et quand je suis revenu l'après-midi, elle venait de recevoir une lettre de mise en demeure de quitter. Elle venait d'être libérée par la préfecture.
soy caricia para abrazarte. Mi piel es intocable. No tengo voz para llamarte. Eres inalcanzable. Cuando me miras, brillo en tus ojos. Là, on est sur le fleuve Bidasoa. C'est le fleuve qui marque la frontière entre la France, l'État français à gauche, et l'Espagne à droite. Ici, on a Hendaye, et de l'autre côté, on a Irún. C'est une vieille frontière qui a été créée, dessinée sous Louis XIV pendant le traité des Pyrénées. Et la frontière est réellement effective au XIXe siècle avec l'émergence des États-nations. C'est une frontière qui a été très fermée, très surveillée pendant la guerre civile et pendant les 40 années de franquisme. Et depuis les accords de Schengen, c'est un espace qui est théoriquement ouvert, sans contrôle justifié, où on peut circuler en voiture, à pied, en vélo, voire en kayak. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mars 2010, dans ce qu'on appelle l'affaire Malki et Abdelli, 2 migrants ont dénoncé, ont soulevé l'inconstitutionnalité de leur interpellation. Ce qu'il faut savoir que, selon les accords de Schengen, on ne peut pas procéder à des arrestations comme on veut dans cet espace. En juin 2010, la Cour de justice européenne a rappelé à l'ordre la France pour non-respect de ses engagements communautaires. En clair, la France interpelle des gens alors qu'elle n'a pas le droit d'interpeller des gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Ils ont vérifié les papiers des gens. Ah ouais? Ouais. Depuis que la France a été rappelée à l'ordre et qu'elle s'est engagée à respecter ses droits, elle contourne la législation européenne au travers de différentes pratiques, à savoir qu'on interpelle des sans-papiers dans le cadre d'arrestations routières ou on interpelle les sans-papiers dans le cadre du plan Vigipirate qui sert un petit peu d'argument pour ne pas respecter la législation européenne. Para llamarte, eres inalcanzable. Cuando me miras, brillo en tus ojos y me transformo en lo que quieres ver. Cuando me miras, brillo en tus ojos y me transformo en lo que quieres ver. La question du statut que la France accorde aux étrangers n'est pas un détail, c'est un faux problème qui malheureusement s'est imposé comme une question centrale terriblement mal posée dans la lutte politique. La France est un des seuls pays d'Europe, voire le seul, qui mène une politique en matière de lutte contre l'immigration clandestine avec un objectif chiffré. À savoir que depuis 5 ans, Sarkozy a imposé à son ministère de l'immigration ou son ministère de l'Intérieur un nombre de reconduites à effectuer chaque année. On sait qu'en 2008, Brice Hortefeux n'était pas parvenu à accomplir ce résultat en termes d'expulsion de sans-papiers. Le ministère peine à trouver des sans-papiers sur le territoire. Donc on développe un gros dispositif, on développe des moyens, on est prêt à transgresser la loi pour ça. Plus concrètement, à Hendaye, on voit très bien que cette course aux sans-papiers, cette course aux chiffres, cette politique de résultats prend des proportions qui sont ubuesques. On reconduit à la frontière des gens qui rentrent effectivement chez eux. La majorité des gens qui sont placés au centre de rétention d'Hendaye sont des gens qui en fait sont de passage sur le territoire français, sans doute en raison de la situation frontalière du centre. Donc ce sont des gens qui la plupart du temps habitent dans un autre pays européen et ils ne font que passer, donc soit pour se rendre dans un autre État européen, soit pour rentrer chez eux. Donc ça fait qu'il y a très peu de personnes qui habitent en France et quasiment aucune qui habite dans la région, qui sont après placées au centre de rétention. Par exemple, on arrête volontairement un bus de Roland qui vient de Paris à direction du Maghreb et ces gens qui rentrent effectivement chez eux, on les cueille, on les juge et puis on les reconduit à la frontière et ça fait une personne de plus comptabilisée dans les objectifs chiffrés. Plus que reconduire des gens chez eux, en fait, cette politique vise à diaboliser la figure de l'étranger. On est là pour montrer à l'opinion publique que la France grouille d'une entité menaçante qui serait les étrangers. On est clairement dans des logiques d'instrumentalisation de la peur. Donner l'illusion aux gens que le pays grouille de sans-papiers, qu'il grouille sous la menace d'espèces d'entités qui viendraient prendre notre travail et puis prendre nos allocations. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.
pense beaucoup de mal de cette politique, qui est une politique de la répression et qui fait de l'étranger une menace. Or, moi, quand je rencontre un étranger sans papier, c'est un frère, c'est quelqu'un de ma famille, c'est un être humain comme moi. Et il a une dignité que j'essaie de respecter. Personne ne peut nous prendre notre dignité. Ça nous appartient. Ça fait partie de nous. On peut être humilié, on peut être maltraité, on ne peut pas nous prendre nos dignités. C'est ce qui nous constitue comme hommes, comme femmes. Je vois que les étrangers servent finalement cette politique du chiffre. On ne les accueille pas pour eux, on s'en sert. On se sert des étrangers pour ça, comme on s'en sert pour les élections. Et pour avoir des voix aux élections, ça marche toujours pour une catégorie d'électeurs de dire il faut renvoyer les gens chez eux, ils prennent notre travail, et puis surtout, ils nous coûtent cher. Les cotisations sociales, la santé, ils n'ont qu'à se faire soigner chez eux. Et donc ça marche pour une catégorie de Français. On se sert des étrangers. C'est une grosse industrie, la politique d'immigration. On le voit parce qu'on nous dit on va lutter contre l'immigration clandestine parce qu'on est en période de crise, parce qu'il y a le chômage, que les nationaux ils doivent pouvoir avoir accès au marché de l'emploi avant les étrangers, et surtout les étrangers sans papier. Alors d'abord, moi je dirais qu'un étranger sans papier, ça rapporte plus que ça ne coûte sur le territoire, puisque ça n'a pas droit à la CAF, ça n'a pas droit au RSA, ça n'a pas droit à la sécurité sociale, ça n'a droit à rien. Ça a droit à travailler, à se taire, à ne pas revendiquer, à ne pas se syndiquer. Et donc effectivement, les patrons, c'est quand même assez intéressant d'avoir un clando sur son chantier, plutôt qu'un déclaré quand on doit doubler le salaire en URSSAF et en sécurité sociale. Ce qui coûte, c'est pas le sans-papier sur le territoire, c'est l'expulsion du sans-papier du territoire. Parce que lorsque l'on nous dit on fait ça justement pour que ça aille mieux d'un point de vue économique, ce que les gens doivent savoir, c'est que l'argent qu'on ne met pas à l'hôpital, qu'on ne met pas à l'école, qu'on ne met pas dans les maisons de retraite, qu'on ne met pas pour lutter contre des maladies orphelines, là par contre il y a des sous pour expulser. Une reconduite, c'est en moyenne 12 000 €. En moyenne. Pourquoi? Parce qu'on est passé à 45 jours de rétention. Donc pendant 45 jours, il faut loger, nourrir, surveiller, surtout surveiller, parce qu'il y a 3 fois plus de policiers que de retenus, au cas où. Il y a les audiences, il faut aller au tribunal. Il y a les juges, il y a les avocats, et il y a surtout les billets d'avion pour les retours. Et les billets d'avion, c'est pas rien, parce que c'est minimum 3 allées, le retenu est 2 escortes policières, et 2 retours. Donc quand on renvoie vers la Chine, vers l'Inde, vers certains pays d'Afrique, j'ose imaginer le prix, le budget qui est affecté aux billets d'avion. Alors après on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour le reste, mais ça, il y a de l'argent pour ça. Là cet après-midi, on a encore un dossier aberrant, un dossier qui va coûter aux contribuables, mais ça c'est pas grave, d'une jeune femme de 22 ans qui arrivait du Nicaragua, qui avait un billet de Nicaragua-Paris, avec une escale à Paris pour redécoller 4 heures après à destination de Bilbao. Donc cette fille, elle n'avait pas du tout l'intention de séjourner en France, ni même de faire du tourisme. Elle n'a pas besoin de visa pour rentrer, elle décolle, elle arrive à Paris, elle est sûrement dans la zone de transit, et pour des raisons qu'on n'explique pas puisqu'on ne les connaît pas, elle a été contrôlée et on lui a refusé l'entrée sur le territoire français. Et elle a fait l'objet d'un placement en zone d'attente pendant 2 jours. À Roissy, on a estimé qu'elle ne présentait pas les garanties suffisantes pour faire du tourisme, alors qu'elle avait de l'argent, alors qu'elle avait un billet circulaire. Et on a estimé que c'était sans doute une prostituée en puissance et que par conséquent, on ne la laissait pas entrer. Elle a été libérée de la zone d'attente et pour cause, puisqu'elle n'avait aucune raison d'y être, puisqu'elle ne voulait pas séjourner en France, elle ne faisait que transiter vers l'Espagne, et on lui a demandé gentiment de quitter la France. Ce qu'elle a fait, puisque la pauvre, elle a pris un billet de train à Paris pour se rendre à Irún, et de Irún à Bilbao, puisque preuve année, elle avait encore son billet d'avion, mais qu'elle ne pouvait plus utiliser. Et alors qu'elle allait passer la frontière, notre police aux frontières zélée, n'a rien trouvé de mieux que de l'arrêter en lui disant « Vous n'êtes pas autorisé à séjourner en France ». Ce à quoi elle aurait pu répondre « Je n'entendais pas y rester ».
Arrivée à Hendaye, bien sûr, elle n'avait que à peine une centaine d'euros. Et on ne l'a pas laissée sortir du pays alors qu'elle partait. Elle était à peine à 100 km de Bilbao, à la frontière. Elle avait dans sa valise le billet pour repartir au Nicaragua depuis Bilbao. Mais encore une fois, elle est victime de cette politique chiffrée qu'il faut atteindre absolument avant la fin de l'année. Dentro de poco, el viento helado me alejará de ti. Jamás volveré a verte, olvidarás que yo existí. Una lágrima cae. Cette Nicaraguayenne a donc passé 15 jours au centre de rétention, a été renvoyée par avion au Nicaragua hier matin. Voilà l'histoire de cette jeune femme qui repart aujourd'hui avec l'envie de ne plus revenir du tout à l'Europe. Hasta desaparecer, lloro y lluevo, hasta desaparecer. Cuando me miras brillo en tus ojos y me transformo en lo que quieres ser. Allô? Cuando me miras. Bonjour Sarah, comment vas-tu? Bien, très bien. Bon, je t'appelle pour faire le point sur la journée. Oui, oui, ça n'a pas été sans mal, mais on a réussi. On a réussi. Il était assez content. ¿Usted conoce la asociación que se llama la CIMAD? No. ¿No? No. ¿Y usted sabe lo que es un centro de retención? No, tampoco. ¿Tampoco? No. Es un centro donde hay sin papeles, emigrantes, que no tienen derecho a quedarse en Francia. ¿Y usted sabe que hay un centro de este tipo aquí en Hendaya? No, no sabía. ¿No? ¿Usted vive aquí? Sí. ¿En este piso? Aquí justo. Bueno, yo puedo mostrarle dónde está. Ah, no sabía. Sí. Es justo este centro. Eso. Eso. Un centre de rétention, c'est une prison. C'est une prison cachée. Moi, je me perds toujours quand je vais à un centre de rétention parce que rien n'indique que ça existe. Et c'est perdu, là. Il y en a un près de Roissy, une autre près de Vincennes. C'est compliqué comme tout. Donc c'est fait pour que aucun chemin n'aboutisse là et que personne ne sache où c'est. Ah, sí se ve. Sabía, yo pensé que era la policía nada más. Sí, yo también. Sí. Tampoco ha habido problemas, ¿eh? No hemos No, visto ningún no, problema no, ni eso- nada, ¿eh? Nada, no, nada. no se oye nada, no, no se ruidos, oye nada, 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 no. De Todo muy hecho, tranquilo. De hecho, las dos ventanas estas suele haber luz a la noche ahí. Ajá, sí. Y se ve como si hubiera cocina o algo así. ¿verdad? Ah, sí? Sí. Bon, j'ai visité plusieurs reprises des centres de rétention. Ils m'ont supplié de faire quelque chose pour eux. Ils me disaient, mais ma femme, je ne veux pas laisser ma femme en France, mes enfants, faites quelque chose pour moi. Ils me suppliaient. J'en étais malade, je n'ai pas dormi de la nuit. Il y a des suicides dans ces centres de rétention. Et donc, voilà, je trouve que c'est inhumain. Et depuis peut-être 15 ans, je ne cesse de dire qu'il faudrait supprimer les centres de rétention. Mais on en crée d'autres, on les agrandit. La devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, s'il n'y a pas d'égalité, comme disait Coluche, s'il y en a qui sont plus égaux que d'autres, la liberté s'en ressent. De même, s'il n'y a pas de fraternité, qu'est-ce que devient la liberté ? On se fait le point un petit peu de qu'est-ce qui a été fait à la CIMAD, au tribunal, aux centres de rétention et à la prison depuis les 2 derniers mois. Pour la prison, moi actuellement, je vois 6 prisonniers, sans beaucoup d'espoir. Il y en a un en particulier dont je veux parler parce qu'il
me tient à cœur, c'était un Malien qui a traversé le désert. La deuxième manne, je dirais, de la PAF et des préfets, c'est le fait qu'on a en France dans les prisons des étrangers en situation irrégulière, puisque malheureusement, depuis quelques années, on condamne à de la prison ferme certaines personnes uniquement parce qu'elles n'ont pas de papier. Donc ils ont déjà été punis une première fois, ils purgent leur mois de détention, et juste au moment de leur élargissement, on va les cueillir à la sortie de la prison pour les renvoyer vers le centre de rétention, et ils vont continuer un séjour privé de liberté dans le but de les renvoyer vers leur pays d'origine. Les flics sont venus quand même le voir 2 fois, la première fois en se faisant passer pour la CIMAD. Non, c'est pas possible. Attends, mais c'est pas possible. Et la deuxième fois, mais c'est pas possible. Et la deuxième fois, ils lui ont dit, mais, alors là, cette fois-ci, c'était plus les mêmes, en disant, mais puisque la CIMAD ne fait rien pour toi, de toute façon, tu vois bien que tu vas repartir, puisque même la CIMAD ne fait rien pour toi. La CIMAD, tu la vois, elle ne fait rien pour toi. Voilà. À la prison, au greffe, ils me donnent le nom des gens qui viennent de rentrer et qui ont des problèmes, à leur avis, de papier. Il y en a à peu près 3 ou 4 chaque semaine, pas plus. Et ce sont les mêmes que je revois pendant 3, 4 mois. Donc il se crée quand même un lien d'amitié. Il vaut mieux qu'il se crée un lien d'amitié parce que, par ailleurs, pour les papiers, très souvent, on ne peut pas faire grand-chose. C'est toujours difficile de rentrer dans la prison, de les voir, de voir qu'on peut très peu, et que voilà, et que quand ils sortiront, ils seront sans doute renvoyés dans leur pays, alors que c'est pas ça qu'ils le souhaitent. Yo soy de Afganistán, salí de allí en 2000, cuando tenía, bueno, 16 años por ahí. Cuando llegué en Francia, bueno, no quería quedarme allí, ¿no? Quería irme a Inglaterra. Mi principio era en Europa estudiar algo. Si un día vuelvo a mi país, también puedo hacer algo con lo que he estudiado. Bueno, estuve en Francia. Tenía una fecha de obligatorio de salir de Francia. Bueno, no podía salir en esta fecha porque tenía algún problema de economía o de otra cosa. Al final, cuando quería salir, bueno, cogí un tren por venir aquí en España, o digo País Vasco. En el tren venía un control de documentación, policía. Me pidió documentación, no tenía, de allí me paró, pues me llevaron a la comisaria. Después de 48 horas me mandaron al tribunal para juzgar. Cuando estoy en cárcel por 1 mes y medio, en esta fecha volverás aquí al tribunal a juzgar. En esta 1 mes y medio, cuando estaba en la cárcel, era un cárcel, una maison d'arrêt de Bayonne. Primero, el segundo día pedí que, oye, quiero hablar con la asociación CIMAD. Cada semana Susana venía a visitarme. Terminó 1 mes y medio, pasé a juez. Ahora te condenamos por eso 1 mes y medio de cárcel con, no sé cómo decir en castellano, en francés, sursis. Pero yo he llevado 1 mes y medio. ¿Esto qué? Pues esto bueno. Ahora, a partir de hoy, estás libre, tienes que salir de Francia, no puedes quedar. Bueno, yo quería salir, ahora también quiero salir. Cuando volví a la cárcel, cogí mis cosas. Espera aquí. Esperé unos minutos, le vi que vinieron 3 policías de PAF. ¿Qué hacen PAF aquí? Seguro que son para mí. Porque si no, no hay otra gente aquí. Tienes que firmar esos papeles.
¿De qué es sus papeles? ¿De qué hablar? Bueno, esto de que ahora te llevamos a un centro de detención, de allí hasta que preparamos tu billete y tu pasaporte a mandarte a tu país, origen. El juez me ha dicho que soy libre, me ha dado libertad hoy, me ha dicho que soy libre a partir de hoy. Esto igual no has entendido bien del juez. ¿Dónde me llevas ahora? ¿Qué centro? Centro de detención está en online. Mañana vas a pasar delante del juez de libertad. Allí vas a tener otro nuevo abogado. El día siguiente había un juez en el tribunal, mismo tribunal en Bayonne. Bueno, ¿me puedes contar lo que ha pasado desde ayer? Empezó a hablar mi abogado. Habló, pero muy bien, muy fuerte, muy bien. Sacó 5 fallos. Terminó mi abogado de hablar. El fiscal no tenía nada que hablar, ¿no? Te dejo libre, tienes que salir de alguna manera que no te vea la policía. Moi, je mets au défi le gouvernement d'atteindre les 30 000 cette année et je pense que je ne me tromperai pas parce qu'ils n'y arriveront pas. Alors par contre, il y a des moyens artificiels d'essayer d'atteindre ce chiffre désespérément. On l'a vu avec les Roms, c'est facile, on va chercher des populations qui sont ciblées, qu'on sait trouver. On leur fait signer des documents pour qu'ils rentrent vers la Roumanie en échange d'une indemnisation forfaitaire, en sachant qu'ils ont tout compris et c'est tant mieux. Ils prennent les sous, ils prennent le bus, ils vont voir la famille, ils laissent les sous au pays et ils reviennent. Et moi, j'estime qu'ils ont bien raison de profiter de ce système, puisque nous profitons d'eux pour essayer d'atteindre ces chiffres. On le voit aussi avec Mayotte, avec la Guyane, où en quelques heures, il suffit de traverser une rivière pour passer d'un pays à un autre. On met des gens dans un bus pour leur faire retraverser 5 km d'eau ou sur un bateau, en sachant que dans la fin de l'après-midi, il y en a beaucoup qui seront revenus. Mais c'est pas grave, ils vont faire partie des statistiques, la petite bûchette sera faite et on accumule et on additionne. La France transgresse les lois européennes via plusieurs techniques. Il y a notamment les accords de Malaga qui permettent d'interpeller une personne qui est déjà sortie du territoire national. La police espagnole sait qu'on est à la recherche de sans-papiers. Eux, ils n'ont pas de politique chiffrée en matière d'expulsion. Donc, la police nous renvoie des gens en provenance du territoire français. Nous, ces sans-papiers-là, on les interpelle, une fois de plus on les juge et on les renvoie dans leur pays, alors qu'ils n'ont pas été arrêtés sur le territoire français. Ça fait partie de toutes ces techniques qui permettent de grossir les chiffres. Et c'est comme ça qu'on atteint des quotas de 30 000 ou qu'on essaye de les atteindre. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont repartis, qui cherchaient à repartir, qui se sont fait arrêter en cherchant à repartir. On n'a pas pu les rejoindre. Donc après ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Pire souvenir, je pense que c'est l'expulsion d'une famille de Kosovars. Disons que voilà, déjà une famille avec des enfants en rétention, c'est quelque chose de très très difficile à vivre. Et la façon dont ça a été fait, un peu leur expulsion nous a été cachée, tout a été fait voilà, pour qu'on ne sache pas. Ils ne sont restés qu'une nuit. Dans la journée, ça avait été, on pensait que ça irait bien, puisque aussi la maman avait été hospitalisée. Elle a été soignée immédiatement et ramenée au centre. Ils ont passé la journée au centre de rétention et le lendemain, ils ont été embarqués. Voilà. On a très clairement senti voilà, qu'il y avait des ordres qui avaient été donnés. Et voilà, il fallait que cette famille reparte et que tout était fait pour qu'on puisse pas mettre en place leur défense. Et ça a été non seulement violent parce que donc il y avait des enfants, il y avait des parents qui étaient complètement à bout. Ils étaient fatigués de s'être battus pour leur situation. À bout, je pense aussi, et je pense qu'ils avaient une culpabilité de faire vivre ça à leurs enfants. Et ça, je pense que c'est quelque chose de terrible pour des parents alors qu'ils ne sont absolument pour rien.
Je pense que c'est une culpabilité écrasante. Pour nous, ça a été un traumatisme parce qu'on imaginait le traumatisme que ça avait été pour ces familles-là. Vraiment, on a eu l'impression de se débattre, on a fait plein de choses, on a fait tout ce qu'on pouvait. Et pour au final, rien du tout, quoi. Au final, ça a été complètement vain puisqu'ils sont repartis. Et de voir, enfin, d'être face à une situation où notre corps veut faire quelque chose. On dit on peut pas rester là sans rien faire. Et au final, voilà, on est rien du tout, quoi. On est une petite poussière et on se fait balayer par un rouleau compresseur qui est toute la procédure d'expulsion. Parce que de toute façon, quand l'administration veut, elle y arrive. Voilà. Et ça, je crois que c'est vraiment le pire de mes souvenirs. Et celui-là, je pense que je n'oublierai jamais, quoi. Ça fait 2 ans qu'ils ont été renvoyés et les souvenirs et tout est à vif comme si ça s'était passé hier, quoi. J'ai encore le son, j'ai encore des images, j'ai encore des odeurs, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Là, c'est vrai que pour moi, ça a été véritablement un choc. Et je venais de rentrer dans les centres de rétention. Et je ne l'ai jamais avoué à Sarah et à la CIMAD, mais à ce moment-là, j'ai failli renoncer. Voilà. Je suis encore là. Pendant le voyage que j'ai fait à Sète, j'ai discuté beaucoup plus avec les policiers qui m'ont escorté. Et il y en avait un qui est à la retraite, mais quand même il revient de temps en temps pour accomplir des tâches vite fait. Et puis ça lui paye le gasoil pour aller pêcher avec son bateau, d'après ce qu'il m'a dit. J'invente rien, c'est lui qui me l'a dit. À un moment, je lui dis, tu pêches des poissons ou des sans-papiers? Il me fait, ouais, ça m'arrive aussi, mais bon, à l'époque, moi je faisais que le transfert de la police espagnole à la police française ou le contraire. En gros, ça le mettait mal à l'aise. Mais après, il m'a dit, on exécute des ordres, on fait que notre travail. Et je lui dis, attendez, allez voir aux archives, cherchez les journaux des années 40, des gens comme vous, vos ancêtres, policiers, à l'époque. Et ils disaient la même chose à l'époque de Vichy. On fait que notre travail, rien d'autre. Tout ce qui touche à la liberté m'intéresse. Et quand on parle d'une liberté, ça touche les autres. Que quand on s'attaque comme ça aux étrangers, aujourd'hui, et qu'on leur fait vraiment ce triste sort de les renvoyer, de les mettre dans les centres, etc., eh bien, il faut prendre garde qu'un jour, ça ne touche pas d'autres catégories, vous savez, de population. Et qu'après, on dira un jour, mais on s'attaque à moi. Vous voyez, si on s'attaque aux droits des étrangers, eh bien, un jour, on s'attaquera aux nôtres. Udanda cantari Serenordia me. Además que son gente que maltratan como si fueras un perro, nos insultaban, nos gritaban, nos empujaban, nos decían de todo. Y a las mujeres les llamaban de puta. ¿Y por qué nos tratan así? ¿Por qué permitimos que todo esto siga hasta ahora? ¿Tú cómo puedes ser ser humano y hacer sufrir a otro ser humano como tú? Du moment qu'on vous enlève la liberté, qu'est-ce qu'il vous reste d'autre? Tout ce qui reste, c'est la solidarité. De emigrar no va a acabar nunca hasta que no acaba la pobreza en el mundo. Il faudra un moment que les gens s'indignent. C'est ce qui fait de vous un être humain, je pense. En liberté. Voyageur.
bien. Estoy en España, trabajando, todo bien. Ororen gehien bestek beno hobeki hak beitu kantatzen harek inganatzen mundia baitrumpatzen. Nous sommes des citoyens, nous sommes des gens à part entière, et j'espère que tous les combats que nous menons ne sont pas vains. Nous sommes donc ici une nouvelle fois devant le centre de rétention. À ce jour, plus de 300 personnes ont été retenues. Ils sont jeunes, 31 ans en moyenne. Ils restent là en moyenne 10 jours, car souvent ils sont reconduits très vite. À date d'aujourd'hui, nous avons compté 305 personnes qui ont été retenues depuis le 1er janvier, sur lesquelles 171 ont été libérés. Be